Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Les droits fondamentaux entre nature et histoire. 1.1. Introduction. En 2015, on a célébré les 800 ans de la Magna Charta adoptée en Angleterre en 1215. Cet événement a eu une véritable importance, car il a commémoré le premier document ou en tout cas, le texte constitutionnel le plus connu qui a entamé le processus européen qui a positivé les droits fondamentaux à l'époque prémoderne. Dans une perspective de recherche non eurocentrique, il est toutefois opportun de rappeler que même dans d'autres réalités culturelles, des chartes ou des codes ont été rédigés dans le but de rationaliser les droits fondamentaux. En quelques cas, ces documents ont eu la connotation de proto-constitution. Il suffit de penser, par exemple, à la Constitution ou Charte de Médine conçue par le prophète Mahomet en 622. Ce texte établit toute une série de droits et de responsabilités pour les musulmans, mais il prévoit aussi la liberté religieuse, des normes procédurales en faveur de la protection des individus et enfin, la mise en place d'un appareil juridictionnel pour la résolution des différends. Du point de vue de la théorie du droit et de l'État, les droits fondamentaux prennent une dimension spécifique avec l'âge moderne, quand leur reconnaissance est conceptualisée sous forme de limites imposées au pouvoir étatique, à savoir à sa souveraineté à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce processus a donc lieu dès la gestation de l'État de droit qui, en Europe, ne s'affirme pleinement que sous l'impulsion de la philosophie des Lumières et du constitutionnalisme. Selon cette optique, la théorie des droits humains et la théorie des droits fondamentaux sont principalement liées à la sécularisation, à l'individualisme et aux révolutions bourgeoises du XVIIe et du XVIIIe siècle. À noter que c'est au XVIe siècle que, pour la première fois, le thème des droits de l'homme est posé en termes théologiques et juridiques, en dépit de plusieurs contradictions pour faire face à la question indienne après la conquête des Amériques. On pourrait dire que la problématique des droits humains naît avec la première mondialisation, sous le signe du colonialisme et d'un génocide-ethnocide, d'un côté, et de la genèse du droit constitutionnel de l'autre. 1.2. La notion universelle des droits de l'homme, base théologique et morale. C'est Francisco de Vitoria, héritier et continuateur du thomisme, théologien et juriste auprès de la prestigieuse université de Salamanca, qui formule, en 1539, une théorie du droit naturel en défense des Indiens. Il peut être certainement considéré comme une des figures parmi les plus significatives de la Renaissance espagnole, et le premier théoricien du droit international. Vitoria s'appuie sur la philosophie de Thomas d'Aquin, et en particulier sur sa synthèse entre foi et raison. Celle-ci a laissé une empreinte forte et innovante dans le christianisme médiéval, avec sa reconnaissance de l'importance des ouvrages d'Aristote. La notion de vie sociale, selon Vitoria, rentre directement, comme pour Thomas d'Aquin, dans un plus vaste système universel où la nature humaine est unique par rapport à celle de tout être créé. Non seulement l'homme possède une nature matérielle, mais il a aussi une âme rationnelle et spirituelle qui le rend semblable à Dieu. À l'instar de chaque homme, les Indiens sont semblables à Dieu. Cette conception des droits se fonde sur une reconnaissance du semblable, qui est antérieure au respect de l'autre dans ses différentes cultures d'appartenance. En effet, on pourrait dire que, à partir de telles bases théologiques, le respect du semblable n'est autre que la reconnaissance du fait que chaque homme, avec sa nature unique, est semblable à Dieu. De cette façon, la théorisation de la nature unique prévaut sur les différences culturelles lorsqu'on veut affirmer la dignité de l'homme. Par ailleurs, dans le christianisme, c'est Dieu même qui se fait homme. Mais la dignité, entendue et conçue comme dignité de la personne, bien qu'existant dans la nature, doit être reconnue par une autorité religieuse et ou politique, capable de la rendre sujet de droit. Il n'est ici pas inutile de rappeler que c'est à peine en 1537, 2 années avant la parution de la Relectio de Indies de Vitoria, qu'une bulle papale a reconnu les Indiens d'Amérique comme veri homine, et donc Fidei Catholicae et Sacramentum Capas. La théorie des droits humains de Vitoria est à contextualiser pour en saisir pleinement la valeur. Que l'on pense par exemple à l'esclavage que cet auteur combat de manière tenace, en soutenant que les Indiens sont à traiter comme des hommes libres. Certes, une fois reconfirmé l'intérêt de cette théorisation des droits humains,
il faudrait encore se demander si elle reconnaissait une égale dignité par rapport au droit international, tant aux individus et aux États qu'aux diverses cultures, y compris celles non chrétiennes. D'autre côté, il faudrait aussi se demander si cette défense des Indiens n'était plutôt qu'une sorte de colonialisme spirituel, présenté sous forme d'une conceptualisation théologique et juridique de l'universalité des droits. La légitimité pour les Espagnols de se rendre dans les Indes, le jus migrandi, et la reconnaissance des droits des Indiens seraient par conséquent à lire ensemble, comme une tentative théologique et juridique d'équilibrage entre les exigences de domination, par un recours modéré à la violence et les exigences d'exportation dans le nouveau monde récemment découvert des droits naturels. Ceci dit, une question ultérieure se pose. Est-ce qu'il s'agit d'un universalisme qui tente à justifier subrepticement le colonialisme et en quelque cas l'idée de guerre juste? Entre autres, Francisco de Vitoria reconnaît aux Indiens le droit à la sécurité et spécifiquement à la tutelle de tous leurs congénères, innocents et sans défense, sacrifiés aux idoles ou assassinés pour en manger la chair. À cause de cela, il pense que les Espagnols ne peuvent pas abandonner les Indes occidentales sans avoir porté à bout les échanges politiques et commerciaux nécessaires à arrêter le régime de terreur et de répression présent sur place. D'après cette perspective, la prise en compte du droit naturel à la sécurité et à la vie, ainsi que la reconnaissance de tout droit humain, implique l'obligation de lutter contre n'importe quelle pratique considérée comme inhumaine, au point de protéger les Indiens non seulement de leurs semblables, ergo les Espagnols, mais en certains cas d'eux-mêmes. La référence au droit naturel en défense des Indiens implique d'autres finalités. Au-delà du droit des Espagnols à se rendre dans les Indes occidentales, Vitoria estime utile a. Une délimitation juridique de l'action coloniale de la monarchie espagnole par l'affaiblissement de ses sources théocratiques, b. Une affirmation de l'autorité des évêques et de l'Église sur les barbares dans les questions concernant la conscience et les croyances religieuses. La connexion entre ces divers buts est très intéressante en raison de ses implications multiples, au sujet de la liberté confessionnelle. Mais on ne peut non plus oublier le poids que Vitoria attribue à la reconnaissance du droit naturel des nations à communiquer entre elles. C'est justement en conséquence du droit de tous les hommes à la libre circulation des idées que, à son avis, s'impose le droit du christianisme à se répandre dans le monde entier, Propaganda Religionis Christianae, mais aussi le droit des Indiens à ne pas être baptisés ou contraints à se convertir contre leur volonté. Dans une telle vision, proche de celle qu'on retrouvera dans la lettre sur la tolérance de John Locke, on peut lire la reconnaissance par cet auteur non seulement du semblable, mais aussi de l'autre, donc du principe de tolérance. Et on sait bien que la légitimation et surtout, le respect de l'autre ainsi que la mise en valeur des diversités culturelles, constituent le meilleur antidote face aux guerres de religion, à l'intolérance, à la haine raciale et au mépris de la dignité humaine. L'orientation du théologien de Salamanca est très significative lorsqu'on pense que le thème de la tolérance religieuse, dans le vieux continent, anime un débat qui touche non seulement le XVIe siècle, mais aussi le XVIIe siècle, avec Spinoza, Bell et Locke, qui partagent l'idée qu'il faudrait séparer le domaine du religieux du domaine du politique. En outre, cette question se proposera plus tard comme essentielle par rapport au Bill of Rights, bien que l'adoption de la première constitution écrite, un fait révolutionnaire pour l'histoire du constitutionnalisme, émerge en premier lieu de la guerre d'indépendance états-unienne et de l'exigence de fonder un ordre politique radicalement inédit par rapport à la tradition européenne, qui valorise le principe fédéral. Même la notion des Bill of Rights aux États-Unis possède une racine morale à caractère religieux qui devra faire face et puis surmonter des contradictions évidentes, comme dans le cas des privilèges de race sanctifiés, interdits en Afrique et confirmés dans le Nouveau Monde. En effet, la contradiction est évidente par rapport à ce qu'affirme la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, dans la partie où Jefferson insère l'argumentation politiquement et philosophiquement la plus puissante. Nous considérons que les vérités qui suivent sont en soi évidentes. Tous les hommes ont été créés égaux, dotés par le Créateur de droits inaliénables, dont la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Afin d'assurer ces droits, on institue entre les hommes les gouvernements, dont les pouvoirs dérivent du consensus des sujets. Lorsqu'une forme quelconque de gouvernement se transforme en destructrice de ses buts, le peuple est en droit de la modifier ou de l'abolir, en instituant un nouveau gouvernement,
qui sera fondée sur les principes à protéger, et dont le pouvoir sera à organiser de façon à garantir la sécurité et le bonheur du peuple. Une telle conception des droits inaliénables explique pourquoi Edmund Burke opte pour une position favorable à la Révolution américaine, et vice-versa, très critique vis-à-vis de la Révolution française. Il est en effet indéniable que dans les Bill of Rights américains, il y a une matrice qui ramène à la vision morale et religieuse du droit naturel. À travers les Bill of Rights, on affirme que l'individu par sa nature et non grâce à l'État, est doté de subjectivité juridique, et que par conséquent il possède des droits inaliénables et intangibles. Il s'agit de la première synthèse significative sur le plan historique entre des instances universelles et des exigences positives. Au sein de l'expérience du constitutionnalisme américain, on lie ainsi junaturalisme et constitutionnalisme. Les principes fondamentaux du junaturalisme sont positivés et rentrent à plein titre dans la Constitution écrite des États-Unis. Il est toutefois plus correct de préciser que leur formalisation n'est pas immédiate. Que l'on pense à ce propos aux 10 premiers amendements approuvés en 1791, mais appliqués ensuite de manière graduelle. Par ailleurs, dans le passage de la fondation de l'État à sa conservation, la perspective change de signe et certains droits, bien qu'innés, perdent souvent leur instantanéité, car des principes constitutifs et donc fondamentaux sont encore à consolider. Dans l'histoire constitutionnelle états-unienne, les droits innés affirmés dans les déclarations, qui rappellent aussi les idées des niveleurs anglais, sont conquis par les colons lors de la guerre d'indépendance et sont enlevés aux sauvages. Il suffit de penser aux conflits avec les populations indigènes et aux atrocités commises. La Constitution et les Bill of Rights ne mentionnent pas la tutelle spécifique des droits des populations autochtones. Au contraire, par l'Indian Commerce Clause, qui attribue aux autorités fédérales, et non à celles étatiques, la compétence exclusive de commercialiser avec les communautés indigènes, le gouvernement fédéral des États-Unis étend progressivement ses pouvoirs sur les populations autochtones au-delà des questions marchandes. Les bases théologiques et morales de la théorie des droits innés se heurtent avec les exigences de domination et de contrôle de nouveaux territoires, mais aussi, relativement à l'esclavage, avec les exigences des États du Sud, qui centrent leur économie sur l'agriculture. Beaucoup de décennies après la déclaration d'indépendance, même la guerre civile, 1861-1865, fera appel à des motivations éthiques en ce qui concerne la lutte contre l'esclavage, tout en faisant aussi appel à des motivations d'ordre économique, par rapport aux différences entre les systèmes productifs des États du Sud et des États du Nord industrialisés. 1.3. La notion rationnelle des droits naturels fondés sur des bases empiriques. Aujourd'hui encore, de la Grande-Bretagne et des USA, nous parvient la distinction entre moral rights et legal rights, qui est en quelque mesure comparable avec celle plus classique, dans le langage des juristes du continent européen, entre droit naturel et droit positif. Il s'agit dans les deux cas, d'une distinction entre des systèmes normatifs qui, chez les juristes de tradition anglo-saxonne, n'impliquent guère une séparation entre les divers droits. Selon le modèle de la common law, les droits naturels sont les droits des Anglais par excellence. Ainsi, on ne se prive jamais de l'ancrage à la lex terrae. D'après Coke, qui avec Selden est parmi les principaux auteurs de la Petition of Right, le système de la common law n'est pas à interpréter sous forme d'une foi aveugle en la tradition, car elle représente en artificial perfection of reason. Il ne s'agit pas de la raison naturelle, conçue simplement comme intelligence native, propre à tous les hommes. La raison artificielle dont il parle correspond plutôt à celle des lawyers, qui conçoivent le droit comme agreement en prenant en compte non pas l'ensemble des doctrines et des lois, mais l'observation et l'expérience, soit les éléments caractérisant la profession légale. Cela explique pourquoi, dans un cas important du 1607, Case of Prohibition, Coke conteste ouvertement la prétention de James Ier de se poser en juge dans une des cours, en soulignant le fait que pour rendre justice, il faut une préparation technique, et qu'on ne peut certes pas se baser sur la seule raison naturelle. Coke élabore le concept de raison artificielle, en pensant au juge en tant qu'instrument d'intégration culturelle et institutionnelle. Ce rôle est aujourd'hui confirmé par la normativisation de la jurisprudence, voire les sentences interprétatives paralégislatives des cours constitutionnelles. Très significative aussi, une autre décision de 1610, Bonham Case,
de Coke, qui est à l'époque Chief Justice de la Cour of Common Pleas anglaise. Par cette décision, il affirme le pouvoir des juges de la common law de contrôler et censurer comme nuls les actes du Parlement contraires à la justice ou à la raison, mais aussi ceux qui s'avèrent répréhensibles ou non exécutables. Selon Coke, le système de la common law dispose d'une existence en soi, distincte des statuts et supérieure à ceux derniers. Par une telle sentence, Coke met en valeur le rôle du juge, en sa qualité d'interprète et de garant de suprématie des principes et des règles constitutionnelles. Même lorsqu'on finira par affirmer la suprématie du Parlement, après la Révolution glorieuse, on ne niera pas la suprématie de la rule of law, qui limite le pouvoir du souverain par un droit non étatique, la common law. La raison artificielle de Coke n'a rien à voir avec la foi en l'esprit ou avec une logique abstraite, mais elle renvoie d'une certaine mesure à la méthode rationnelle d'Hugo Grotius. L'appel à la raison n'exclut pas l'observation des faits empiriques. On doit au juriste et philosophe hollandais Hugo Grotius une définition précise de jus comme une qualité inhérente à la personne. C'est de cette subjectivisation du droit que naissent les droits de l'homme, comme il émerge dès les premières pages de l'ouvrage fondamental de Grotius, De Jure Belli Ace Pacis, paru en 1625. Ici, contrairement à Francisco de Vitoria, l'approche n'est ni théologique ni religieuse. Profondément chrétien et promoteur de l'unité religieuse, bien que défenseur convaincu de la séparation entre Église et État, Grotius ne pense pas que le droit naturel trouve sa justification dans la volonté de Dieu ou dans l'ordre divin des choses, parce qu'il existe indépendamment de Dieu. L'ordre naturel est le fruit de la rationalité humaine. À partir de Grotius, l'observation des faits empiriques ne manquera plus dans la théorie moderne des droits naturels, qui se basera toujours sur un contrat politique, bien que formulé selon des perspectives hétérogènes, que l'on pense à Selden et à Hobbes. Ce contrat politique aura un caractère rationnel, comme le veut la tradition anglaise, qui remonte au contrat par excellence, celui que le roi a stipulé avec les barons, soit la Magna Charta. Ainsi, vu que tout contrat produit des droits et des obligations, le contrat politique crée à son tour un pacte entre les parties sociales. Dans la vision contractualiste de Thomas Hobbes, le consensus sert pour faire surgir l'État. Par la suite, il n'y a que l'obligation à obéir. En impliquant l'aliénation de tous les droits naturels, sauf un, le droit à la vie, le contrat requiert la promesse d'une soumission absolue au souverain qui, pour sa part, garantit à ses sujets la sécurité, leur bien suprême. Dans l'ouvrage Le Léviathan, la définition de la loi civile de Hobbes répond au principe « auctoritas non veritas facit legem ». Son contractualisme présente donc des éléments de discontinuité évidente par rapport à la théorie des droits naturels, et il anticipe la théorisation du positivisme juridique. Au contraire d'Hobbes, dans le contractualisme de John Locke, il y a plusieurs éléments de continuité avec le junaturalisme de Johannes Althusius et d'Hugo Grotius, ainsi qu'avec le travail de Richard Hooker, dont Locke se considère le disciple. Tout comme Marsilio da Padova, Hooker pose l'accent sur le consensus du peuple en tant que seul fondement valable de la société politique. C'est un consensus vérifiable et qui, à l'encontre d'Hobbes, ne sert pas uniquement à faire émerger l'État. À noter que si, dans la théorie de l'État d'Hooker comme dans celle d'Althusius, on est encore face à une notion unitaire de populus, chez Locke, dont on ne peut pas se passer pour expliquer la fortune glorieuse du junaturalisme, on verra pleinement mise en valeur une conception contractuelle entre les individus, à laquelle sera attribuée une importance majeure en termes de contrat originaire par rapport à la constitution d'un gouvernement. Locke ne juge pas insignifiant l'aspect ordinaire de la liberté. Par conséquent, il a besoin d'affirmer le principe constitutionnel de la division des compétences, de façon que les pouvoirs exécutifs et législatifs ne soient pas entre les mains d'une seule institution. Il s'agit d'une conception qui, tout en ayant pris une forme théorique générale, demeure quand même proche de l'histoire constitutionnelle anglaise et pour cela, différente par rapport à celle qui sera formulée ensuite par Montesquieu. Dans la perspective de Locke, au principe de la division des pouvoirs, il faut ajouter les principes de coordination et d'équilibre entre les forces politiques, correspondant à la distinction aristotélique. Chez lui, la fonction fédérative, à entendre en tant que prérogative autonome consistant en la faculté d'agir dans le cadre des rapports internationaux, est attribuée comme la fonction exécutive au roi,
tandis que la fonction législative est attribuée à la fois à la couronne et aux assemblées. Il n'y a point de référence à la fonction juridictionnelle. Ce qui s'explique, d'une part, par le système de la common law en tant que coutume judiciaire, et de l'autre, par le fait qu'au sommet de la hiérarchie des cours on trouve la Chambre des Lords, qui a la tâche de reconnaître, en dernière instance, les normes coutumières. Cette connexion étroite et organique, propre à l'expérience anglaise, entre la fonction juridictionnelle et la fonction législative sera interrompue uniquement par le Constitutional Reform Act de 2005 et par l'institution de la Cour suprême du Royaume-Uni, qui dès le 1er octobre 2009, assumera les fonctions judiciaires auparavant du ressort des Law Lords. La difficulté de la pensée philosophique de Locke consiste en une dystonie apparente entre l'empirisme propre à sa théorie de la connaissance et l'élaboration d'une théorie du droit de propriété comme droit typique, auquel sont analogues tous les autres droits naturels. En revanche, une cohérence majeure avec l'ensemble de sa pensée philosophique semble émerger des pages qu'il a écrites en défense de la tolérance religieuse. Celle-ci, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, constitue presque une réalité, presque parce que les catholiques et les dissidents restent dépourvus des droits civils en conformité au Test Act. Dans sa célèbre lettre sur la tolérance, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.